Bonsoir à tous. Alain Dikoff, directeur du CERI. À vrai dire, c'est pas vraiment une question, mais je pense qu'il faut évidemment qu'on parle un peu de ce qui a été esquissé lors de la table ronde également précédente et que, à votre façon, vous avez poursuivi, c'est-à-dire sur la question de la dénomination. Parce que je crois qu'on va tourner de toute façon autour, d'une façon ou d'une autre, pendant ces 2 jours et demi. Et pour ça, je partirais bien volontiers de l'intervention de Georges Lomné, qui j'ai trouvé ce que vous avez dit, enfin j'ai trouvé toutes vos interventions intéressantes, mais ce que vous avez dit au début en particulier sur la généalogie finalement de l'idée même d'air culturel, dont je ne soupçonnais pas en réalité qu'elle était autant marquée par la tradition allemande en réalité. Ce que vous nous avez dit de l'ethnologue Adolf Bastian, qui a été en effet un inventeur important de l'ethnologie, enfin, qui a porté l'ethnologie naissante, ça nous renvoie à la tradition herdérienne en fait. Hein, c'est la tradition de Herder, de l'idée qu'il y a une autre philosophie de l'histoire et que cette philosophie de l'histoire, elle passe par les peuples, par la culture des peuples. Et je trouve quelque part, d'abord cette généalogie elle-même très, très, très intéressante, mais je trouve en même temps assez paradoxal que on ait finalement adopté l'expression d'air culturel dans le contexte français, alors que, comme vous l'avez dit également, toute la tradition française a plutôt défendu l'idée de civilisation, en réalité en opposant civilisation à culture. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu ironique que finalement on adopte dans le contexte français l'idée d'air culturel qui est très marquée à l'évidence par la tradition allemande, et qu'on ait laissé complètement tomber l'idée de civilisation qui était, vous l'avez dit très justement en évoquant Braudel, présente là-dedans. Donc moi je pense que, personnellement en tous les cas, je pense que l'idée d'air culturel pose un peu problème, ne serait-ce que parce que finalement déterminer implicitement une zone, qui dans le fond est une zone géographique, par l'idée d'une culture, me paraît problématique pour tout un tas de raisons, non pas uniquement pour celle que je viens d'évoquer, qui finalement on pourrait contourner, pourquoi pas finalement reprendre quelque chose qui vient de l'héritage allemand, moi ça ne me pose pas de problème en soi, mais ça me pose un problème plus fondamental, c'est que finalement on va désigner par ça des sortes de macro-régions. Bon, par exemple, je ne suis pas un spécialiste de l'Inde, mais l'Inde du Sud, on met ensemble finalement des choses qui sont très diverses là derrière. Et finalement, l'ère culturelle se ramène dans le fond à une ère macro-régionale. Donc pourquoi pas un terme dans le fond plus neutre. On peut adopter, oui, en effet, un néologisme à la française, comme vous l'avez dit, les études aréales, mais pourquoi pas tout simplement des études régionales, des aires régionales, je dirais tout simplement, c'est-à-dire revenir à un concept géographique très simple, territorial, qui évidemment est aussi quelque part une création de l'Occident, dans le sens où évidemment l'Extrême-Orient, on le définit par rapport à l'Occident inévitablement, mais qui quelque part est finalement quand même un peu plus neutre. Je dirais que la dénomination géographique, elle est un peu plus neutre qu'une définition qui repose sur un déterminant culturel. Oui, c'est effectivement ce que j'ai voulu montrer. Alors, il faut bien voir que Bastian a une vision très écologique des choses. Ce qui l'intéresse dans les années 1860, c'est de comprendre pourquoi les Aztèques ne sont pas les Incas. Donc, dans son gros livre, il essaye d'expliquer les cultures par le milieu. Alors que Friedrich Ratzel, qui lui a été fasciné par les communautés puritaines qu'il a vues aux États-Unis, en vient à penser de façon très différente que les cultures peuvent être nomades. Donc il y a une inscription dans le milieu naturel chez Bastian qu'on ne va pas retrouver dans les travaux de Ratzel des années 1880. Donc il y a aussi des nuances dans la vision allemande des choses. Mais l'opposition fondamentale est effectivement celle des Français qui ont toujours privilégié une civilisation et qui ont toujours eu tendance à penser qu'ils l'incarnaient. Et effectivement, les Allemands, et pas uniquement à partir de Herder, quantité d'autres auteurs de la fin
du XVIIIe, début du XIXe, qui s'oppose à cet impérialisme intellectuel, civilisationnel français. Oui, si je peux réagir, moi, cette difficulté qu'a la tradition française à penser culture plutôt que civilisation vient de la peur d'enfermement des gens dans une culture. Je lis dans votre question une forme de peur, de particularisme et enfermement des peuples ou des personnes dans un univers culturel. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais il y a un peu de ça. Alors que la civilisation est vue comme quelque chose qui ouvre vers l'universel. Mais que faites-vous des peuples qui ne peuvent pas se référer à un territoire étatique, par exemple? Parce que, évidemment, cette facilité française de penser civilisation vient d'une très grande stabilité d'une culture, avec un territoire et un État. Donc quand on a la chance de vivre comme ça, depuis des siècles, c'est une facilité intellectuelle. Si vous n'avez pas cette chance, ayant par exemple une vieille culture, mais moins de stabilité, ce qui est le cas de la plupart des peuples et de cultures, de l'ère culturelle que j'ai présentée, qui sont anciennes, très conscientes d'elles-mêmes, avec un passé très riche, mais aux frontières très instables, très mouvantes. Vous ne pouvez pas les analyser de la même façon en ayant comme clé les territoires. Je prends le cas extrême, qui est la Pologne qui a disparu de la frontière de la carte géographique et politique de l'Europe pendant 123 ans. Qu'est-ce que vous faites ? Il n'y a que le mot culture qui peut sauver ce peuple à s'imaginer en continuité. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc Herder est d'une aide fondamentale. Vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous raisonnez en termes de frontières, vous êtes englobé dans... vous raisonnez forcément avec les yeux de ceux qui ont voulu sa disparition. Donc c'est impossible. Donc le clivage entre l'école française et l'école allemande, il est intéressant, notamment aujourd'hui en Europe, c'est le débat actuel au sein de l'Europe, qui a lieu actuellement entre ceux qui sont habitués à penser les cultures. Et deuxième remarque sur l'universel, moi j'aime beaucoup la remarque de Dominique Schnapper sur le relativisme relatif, dans son ouvrage « La relation à l'autre ». Elle dit, les Français sont très attachés, elle-même sociologue française, qui défend tout à fait le modèle français républicain, donc on ne peut pas la soupçonner de l'attachement herderien à l'école allemande. Dans l'introduction du livre, elle dit, il faut être relativiste relatif, c'est-à-dire laisser dans l'analyse de la relation à l'autre un certain degré de relativisme qui permet d'analyser les cultures dans leurs particularités, et au-delà d'un certain niveau, être universaliste. Sinon, il n'y a pas de communication interculturelle. Donc il ne faut pas avoir peur, je pense. Quand on devient universaliste dogmatique, on ne peut plus analyser des cas particuliers comme celui que je viens de présenter, qui est quand même assez caractéristique de la moitié de l'Europe. Merci. Jean-Michel ? Oui, d'abord, merci pour ces interventions très riches et très complémentaires. C'était très, très, très stimulant de vous entendre tous les trois. Et je remercie aussi Alain Dickhoff de sa question, parce que d'une certaine façon, il faudrait, après chaque table, cette question. Et c'est quand même le fil directeur, parce que derrière l'appellation, évidemment, viennent toutes les problématiques que vous avez évoquées. Donc, je ferai une remarque sur cette question sémantique, et puis peut-être une remarque sur ce que vient de dire Johanna à l'instant. C'est sur la question sémantique, j'ai l'impression qu'il y a deux pistes, d'une certaine façon. Il y en a une qu'Alain Dickhoff a ouverte, c'est-à-dire celle qui permet d'aller au plus petit dénominateur commun, en quelque sorte, celle de la simplicité, et qui consiste et qui était aussi présente dans ton intervention, c'est-à-dire aire régionale, par exemple, ou étude aréale, c'est-à-dire vraiment on prend, on cherche à être descriptif, et surtout à ne pas injecter de la valeur, en quelque sorte, qui ensuite prête à tant de confusion.
Et au fond, c'est peut-être la meilleure option, parce qu'elle a vraiment les mérites de la simplicité. Elle fait rejoindre l'appellation anglaise Area Studies. Et puis, une deuxième option, totalement symétrique, qui est au contraire de dépasser la notion d'aire culturelle en montrant à quel point ce culturel est du construit et de l'artificiel, au sens non péjoratif du terme, et d'une certaine façon, ce serait plus riche, mais ça reste risqué. Et là, on est dans des thématiques, par exemple, si on disait une ère géopolitique, ce serait sans doute de nouveau réducteur, mais en tout cas, c'est ce qu'on voyait bien dans plusieurs exposés, c'est-à-dire le fait que, évidemment, tout ça est très dépendant d'une géopolitique. Mais on pourrait aussi imaginer de dire que, puisque l'objectif, c'est d'être anti-essentialiste, de dire que ces aires culturelles ne sont pas enracinées de toute éternité et fixes, eh bien alors à ce moment-là, ce sont des aires existentielles, c'est-à-dire qu'elles se définissent par ce que les gens en disent, en quelque sorte, ce que les objets transformés en sujets en disent eux-mêmes. Et donc là, il y a quand même un spectre de possibilités sémantiques qu'il faut sans doute explorer pour arriver peut-être à dire cette dimension, disons, existentialiste pour utiliser ce mot, mais il y a sans doute encore de meilleurs mots. Et les deux pistes sont intéressantes, et en tout cas, je pense qu'il est important de les identifier. Et puis, par rapport à ce que vient de dire Johanna, je crois que c'est important qu'on identifie les origines allemandes et les origines françaises. Pour ma part, ce genre et bien entendu ensuite l'approche anglaise et américaine de ces concepts, parce que ça me fait penser dans le domaine du droit aux connotations qu'il y a derrière la notion d'état de droit, par exemple, un Rechtsstaat, là aussi naissance allemande, état de droit, réinterprétation française presque à l'opposé, et ensuite rule of law qui veut dire encore autre chose. J'ai l'impression d'être dans le même genre de débats sémantiques qui sont aussi des débats philosophiques. Et ce qui est certain, c'est que ces pays, l'Allemagne, la France ou les États-Unis sont les berceaux de ces concepts, mais en tout cas, ils ne sont pas les objets de ces concepts. Autrement dit, la France n'a jamais prétendu être une aire culturelle en tant que France. Et un des intérêts des aires culturelles, c'est justement d'être totalement non statocentrées. Elles sont originaro-statocentrées, mais elles ne sont pas, en tant que telles, leur objet n'est pas l'État. Alors bien sûr, les très grands États, la Russie, la Chine, peuvent parfois considérer qu'ils sont des aires culturelles ou des aires en eux-mêmes. Mais un des intérêts de cela, c'est justement de dépasser l'approche nationale. Donc je pense que c'est un point à avoir à l'esprit aussi. Non, juste un mot. On a oublié un auteur allemand important, mais il y a des africanistes dans la salle, c'est Frobenius, qui lui invente Kulturkreis, qui veut dire donc cercle culturel. Donc il ne veut pas de l'inscription écologique de Bastian, il préfère réfléchir justement sur une sorte d'aire aréale. Je reviens sur cette opposition entre une conception allemande de l'ère culturelle dont les racines sont chez Herder, me semble-t-il. Et puis l'absence d'attitude, semble-t-il, ou d'une conception du même type en France. Alors je pense que les chercheurs français de la fin du XIXe siècle ne considèrent pas la nation comme une donnée première, le peuple, alors qu'en Allemagne, c'est une donnée première. Ce qui est la donnée première pour les Français, c'est le groupe. Et ce que montre, par exemple, la géographie de Vidal de la Blache, c'est comment, à travers le genre de vie, le groupe finit par se tisser des liens avec d'autres groupes et par produire un peuple. Autrement dit, la démarche est complètement différente. Le peuple, d'un côté, est une donnée avec des aires, et de l'autre côté, c'est le résultat d'un processus de long terme. Et c'est ce processus que les historiens comme Lucien Febvre ou Bloch reprennent
au géographe français et qui est à l'origine de l'école des Annales et d'une bonne partie des idées de Braudel. Je veux dire merci à les participants. Muchas gracias. Many thanks.